puis merci déjà pour cette première partie introductive à cet ensemble, j'ai presque envie de dire totalisant, hein, c'est quand même notre objectif quelque part, et qui m'inspire beaucoup. Alors, moi, je vais arriver en fait avec une communication autour de Comenius. J'espère que je ne vais pas trop dépasser les 10 minutes. Je n'ai pas pu faire plus court. Bon, j'espère m'en tenir à 13 minutes. Alors, Comenius, c'est une ancienne passion, j'ai envie de dire, qui a été vraiment très importante pour moi, de telle sorte que ça m'avait inspiré à l'époque. J'ai retrouvé des notes et des premiers textes que j'avais écrits qui étaient en 2004, où là, j'avais l'intention d'écrire un livre sur les grands éducateurs allemands. Voilà. Et il était le premier, il faisait l'ouverture. Alors, c'est une idée qui a été mise de côté pour d'autres livres et plus particulièrement pour asseoir la recherche biographique que j'amenais en France. Mais du coup, je m'y suis vraiment replongée et j'ai eu envie quand même de proposer ça. Donc, je l'avais déjà proposé pour le petit texte qu'on nous avait demandé d'écrire sur les figures inspirantes, Comenius. Et là, je vais m'expliquer en donnant des détails, en le contextualisant, hein, ce Comenius, comme une figure inspirante pour l'éducation. Ce que je voulais dire aussi, Comenius est vraiment quelqu'un d'extrêmement, toujours inspirant pour toutes ces régions de langue allemande, hein, donc les régions, on va dire, germanophones, donc qui dépassent l'Allemagne pure, etc. Alors, donc, d'abord aussi, moi, je reprends un peu la suite de ce que vous avez dit, juste 2-3 mots. Qu'est-ce que c'est qu'une figure inspirante pour l'éducation? C'est une figure qui va m'aider à penser mon rapport personnel à l'éducation et à la formation, et puis aussi à nourrir donc mes positionnements et mes constructions théorico-pratiques dans ce domaine. Alors, de façon un peu plus concrète et sensible, et puis en m'appuyant sur l'étymologie, et je reprends ce qui a été dit, développé ce matin, je dirais qu'une figure inspirante, c'est une figure auprès desquelles je prends souffle et animation, parce qu'elle va susciter en moi une émotion cognitive et intellectuelle qui déclenche une curiosité, un éveil, un mouvement de l'esprit. C'est peut-être aussi une façon pour moi de répondre que oui, on peut changer de figure inspirante et oui, quand même des figures inspirantes dont on s'est détaché peuvent ancrer quelque chose, et là c'est par rapport à ce qu'a dit Michel tout à l'heure, pour aller vers d'autres figures inspirantes. Alors, parmi les penseurs de l'éducation vers lesquels m'oriente cette notion de figure inspirante, j'ai retenu le penseur tchèque Jan Amos Komenský, qui est plus connu sous son nom latinisé de Comenius et qui a vécu de 1592 à 1670. Alors, l'œuvre protéiforme de Comenius dessine une forme de pédagogie universelle, et c'est ça qui m'a retenu, et peut apparaître comme le précurseur d'une école de la vie où chaque expérience fait apprentissage du monde et de soi dans le monde. Et c'est cette perspective rejointe par bien des côtés mes intérêts et mes recherches au titre de la recherche biographique en éducation. Je me garderai cependant de vouloir faire entendre trop vite ces résonances qui m'amèneraient, comme on peut si facilement le faire, à m'approprier Comenius. Donc, je ne veux pas me l'approprier. Je m'attacherai plutôt à situer sa pensée de l'éducation dans l'univers historique, intellectuel et spirituel qui en constitue l'horizon et qui en a fait une pensée totale. Aussi bien est-ce cette construction totalisante qui a exercé sur moi une sorte de fascination, on peut savoir pourquoi, à la fois parce qu'elle nous est devenue si lointaine, si étrangère, et parce que nous pouvons en reconnaître comme si proches les développements et, j'ose dire, les produits pédagogiques.
Donc l'œuvre de Comenius, elle se prête en effet à toutes les filiations, et aux filiations les plus modernistes, qu'on en juge plutôt. C'est bien chez Comenius que l'on trouve sans doute pour la première fois l'idée d'une éducation nationale ou d'une école pour tous. C'est Comenius qui reconnaît bien avant Rousseau l'univers de l'enfant et de l'enfance comme âge sensible, ou encore qui prône la pratique des méthodes actives et d'ateliers éducatifs. C'est chez lui aussi que l'on trouve une théorisation du rapport entre les signes et les choses, qui va en faire élaborer une didactique des langues qui n'a guère été dépassée jusqu'ici. Chez lui, enfin, que l'on peut reconnaître la première tentative de fonder une science de l'éducation. Donc, de fait, il est peu de pédagogie moderne qui ne puisse se reconnaître en Comenius et y trouver développé d'une façon extraordinairement pertinente et précise les principes et les pratiques qu'elle revendiquait pour elle-même. Celui que Michelet appelait le Galilée de la pédagogie semble avoir devancé et quelquefois surpassé tous ses successeurs. Et pourtant, à vouloir tirer Comenius tantôt du côté de Rousseau, tantôt du côté de Herbart ou même de Dewey, à faire de lui l'ancêtre ici de la pédagogie humaniste, la Geistwissenschaftliche Pädagogik, là de l'école de la République, et pourquoi pas de l'école nouvelle, on risque de manquer ce qui fait la profonde unité de son œuvre, le plan universel, qui ne peut être pour Comenius qu'un plan divin, selon lequel elle se déploie depuis ses premiers principes jusqu'à ses fins dernières. Alors, tout d'abord, resituer Comenius dans son temps. Pour le resituer donc dans son temps et dans son lieu, sa vie et son œuvre sont inséparables du destin de la Bohème et de la guerre de 30 ans, où s'affrontent croisade catholique contre croisade protestante, les principales nations européennes. D'origine morave et de langue tchèque, c'est ainsi qu'il se présente et qu'il se décrit lui-même, pasteur de l'unité des frères moraves, confession protestante très attachée à la patrie tchèque, Comenius subit de plein fouet les désastres qui s'abattent sur son pays. Après la victoire de la Ligue catholique, les vainqueurs se livrent à une répression systématique de la culture tchèque. Comenius est contraint d'abandonner son ministère en Moravie, sa maison est incendiée, la bibliothèque et ses manuscrits sont brûlés. Il perd sa femme et ses 2 filles dans l'épidémie qui se répand à la suite de la dévastation de la ville. En 1627, il est condamné à l'exil et entame une vie d'errance qui l'éloignera à jamais de sa terre natale et puis qui va le conduire donc en Pologne, en Angleterre, dans plusieurs États allemands, en Suède, en Transylvanie et enfin en Hollande, où il va mourir à Amsterdam en 1670. Alors, d'abord une première partie que j'ai appelée l'éducation ou la via Lucis. Dès son premier séjour à Leszno en Pologne, où Comenius prend des charges d'enseignement dans le gymnasium de la ville, Comenius s'attache à porter le combat de la foi sur le terrain de l'éducation. Pour lui, il s'agit très clairement de lutter avec leurs propres armes contre les jésuites qui avaient fait de l'enseignement le fer de lance d'une restauration du catholicisme. Il s'agit aussi pour lui d'apporter une réponse politique à l'effondrement de l'État et de la culture tchèque et d'œuvrer au retour du, entre guillemets, paradis tchèque. Ce sont ces mots. Ce sont les positions que Comenius défend dans la didactique tchèque, qui a été commencée en 1628, en reprenant en particulier la tradition protestante de l'enseignement de la langue nationale et en revendiquant contre la part massive du latin dans les écoles secondaires un enseignement approfondi du tchèque et de l'usage des livres tchèques. Mais si l'éducation peut ainsi se faire l'instrument d'une renaissance qui soit à la fois spirituelle et nationale, c'est qu'elle est fondamentalement, aux yeux de Comenius, la via lucis, c'est-à-dire la voie de la lumière qui mène à Dieu et qui permet à l'homme de réunir le plan divin et le plan humain.
Donc l'éducation est le moyen de ce retour en Dieu, et Comenius considérera toujours son œuvre de pédagogue comme subordonnée à cette fin. Là, je le cite, « Ce que j'ai écrit pour la Genèse, je ne l'ai pas rédigé en tant que pédagogue, mais en tant que théologien. » Pour Comenius, l'éducation au monde et l'éducation à Dieu se confondent. Olivier Cully peut écrire de la pédagogie coménienne qu'elle sert une religion de l'éducation bien plus qu'une éducation religieuse. Et c'est important de comprendre cela. Donc, pour situer dans toute son ampleur la pensée de l'éducation de Comenius, il faut se rapporter à l'ouvrage monumental qui occupa les dernières années de sa vie, qui est la Consultation universelle sur la réforme des affaires du monde. La quatrième partie, qui est la plus connue, qui est la Pampaedia, se présente, ainsi que le dit son titre, Padeia, comme un projet d'éducation universelle du genre humain. Éduquer, c'est combattre pour la fondation d'une cité humaine universelle, réconciliée avec la nature et avec Dieu. Telle est la portée donc profonde d'une école coménienne, de faire accéder l'homme à l'humanité, couronnement de la création divine, être l'atelier de l'humanité. Ce sont ces mots. Alors là, petite citation un petit peu plus longue de Comenius, mais qui me semble importante. Comme le coutelier, le chapelier, le drapier, le tailleur, le cordonnier, le miroitier prend dans son atelier ce qui deviendra couteau, chapeau, drap, habit, chaussures ou miroir, de même, chaque enfant doit être reçu dans ce qui est l'atelier de l'humanité, l'école, pour en faire un homme. Un homme, dis-je, c'est véritablement la vérité, c'est-à-dire, un homme, dis-je, c'est-à-dire la véritable image de Dieu, le véritable maître de l'univers et le véritable souverain de lui-même et de ses entreprises. Ça, c'est Comenius qui le dit. Donc, en deuxième partie, je me penchais sur enseigner les langues, enseigner le monde. Alors, ce sont les difficultés rencontrées dans son enseignement du latin au gymnasium de Lesno qui sont pour Comenius le point de départ d'une réflexion véritable sur l'enseignement des langues. Donc cette réflexion, elle prend d'abord la forme d'une critique à l'endroit d'un enseignement exclusivement formel qui ne se préoccupe que de subtilité grammaticale et rhétorique. Comenius vise le modèle jésuite de l'enseignement du latin. La critique qu'il énonce est à deux niveaux. Premièrement, cet enseignement, c'est un enseignement de mots sur les mots, sans que jamais ces mots soient mis en rapport avec les choses qu'ils désignent et sans que l'on s'interroge sur l'utilité de ce savoir refermé sur lui-même. Ensuite, deuxièmement, l'apprentissage de la langue est conçu comme l'apprentissage des unités élémentaires que sont les mots, sans qu'il soit tenu compte des règles d'organisation globale et locale de la langue qui font que le discours est autre chose qu'une accumulation de, je le cite, vocables sans suite. C'est sur ces bases que Comenius rédige en 1631 l'ouvrage qui fit longtemps sa plus grande réputation, qui est La porte ouverte des langues, consacré à l'enseignement du latin, mais applicable à toute autre langue. La méthode a pour premier principe de ne pas séparer les mots et les choses. L'étude du latin, entreprise à partir de la langue maternelle, repose non sur le seul vocabulaire ou bien sur la mémorisation des règles grammaticales abstraites, ça nous rappelle notre enseignement des langues étrangères en France, mais sur de courtes scènes destinées à présenter à l'enfant l'ensemble du monde et réparties en 100 rubriques, répertoriant de façon progressive les mots et les structures de la langue. Le latin est donc enseigné ici à l'égal d'une langue vivante qui ouvre sur un monde vivant. Car il ne s'agit pas seulement d'apprendre une langue, il s'agit de rendre sensible et intelligible l'ordre universel.
et d'accéder dans la connexion des mots et des choses à la connexion des choses entre elles et à la compréhension encyclopédique et totalisante d'un univers rationnel créé et voulu par le Créateur. Ensuite, une troisième partie, donc la Panscolia, qui est l'école de la totalité. Par deux fois, Comenius a entrepris un exposé systématique de ce que sont pour lui les fins de l'éducation et les moyens pour les atteindre. Et par deux fois, il a exposé un système de l'école. Donc, cette construction théorique a trouvé sa première expression dans la Grande Didactique en 1638, que l'on connaît, je pense, on connaît plus facilement cette référence. Et la seconde, dans le grand œuvre que j'ai déjà cité, la Consultation universelle sur la réforme des affaires humaines. Alors, la nécessité de l'éducation, elle est appelée par la nature et le destin de l'homme. Donc, créature de Dieu, séparée de Dieu par la chute, c'est par l'éducation que l'homme peut retrouver l'humanité qui fait de lui un enfant de Dieu. C'est par l'éducation qu'il peut se préparer à la vie éternelle, et Comenius ne cesse de développer le thème de la vie terrestre comme école de la vie éternelle. Je le cite, « Ce monde-ci n'est que notre séminaire, notre nourrice, notre école, vers un au-delà où nous serons envoyés une fois les classes terminées, l'académie éternelle sans doute. » Alors, la nécessité de l'éducation de l'homme et son éducabilité étant ainsi fondée, l'éducation de l'homme ne peut être qu'universelle. C'est aussi dans la Pampaedia que se formule de la façon la plus affirmée la visée universaliste de l'éducation coménienne. Je le cite, « Former tous les hommes en toutes choses de la façon la plus complète ». Le fondement de l'universalisme pédagogique de Comenius est théologique, tous les hommes étant égaux en dignité devant Dieu, et le projet divin étant la réalisation en l'homme de l'humanité. Donc l'éducation doit s'adresser à tous, sans distinction d'état, de fortune, de sexe ou de disposition, et tous doivent ainsi accéder à l'école. Je le cite, « Tous les enfants nobles ou roturiers, riches ou pauvres, garçons ou filles, de toutes les villes, cités, villages, hameaux, doivent être admis dans les écoles. Lorsque l'on est homme, on a pour fin de devenir un homme, c'est-à-dire de devenir créature raisonnable, maître de la création et fidèle image du Créateur. Ce sont donc tous les enfants qu'il faut éduquer au savoir, à la vertu et à la religion. » Donc, si l'école ne peut être que l'école de tous, elle ne peut être également que l'école de la totalité. Le sens de cette exigence de totalité est une nouvelle fois théologique et philosophique. Il est lié à la place de l'homme dans le tout, à sa position au centre de l'univers. Donc, une école qui manquerait à cette exigence de totalité manquerait à sa mission, parce qu'il ne peut y avoir d'éducation qui ne se donne pour fin la place de l'homme dans le tout. Donc, c'est dans ce même, c'est ce même rapport herméneutique au tout qui inspire l'organisation de l'école coménienne, décrite donc dans le chapitre 32 de la Grande Didactique, c'est-à-dire les années de la formation qui s'étendent pour lui sur 24 ans de l'enfance à l'âge adulte, seront divisées en 4 parties distinctes, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Donc la conception du programme d'études affecté à ces différentes périodes montre le souci de Comenius de proposer, correspondant à chaque âge, un savoir universel, c'est-à-dire un savoir qui fasse univers, qui soit une vision complète d'un monde saisi dans le rapport de son ensemble et de ses parties. Bien que toutes ces écoles soient différentes, écrit Comenius, on n'y enseignera pas des choses différentes, mais les mêmes choses d'une manière différente selon les dispositions de l'âge auquel on s'adresse.
Donc, de la petite enfance à l'âge adulte, le monde reste un et c'est le monde entier. Seul diffère la complexité et la netteté de la vision. Donc, enfin, les signes, les mots et les choses, et je vais terminer par ça. Lire et connaître le monde. Donc, la pensée éducative de Comenius s'inscrit dans une conception de l'univers dans laquelle l'ordre du monde et l'ordre du discours se répondent idéalement, où les mots et les choses sont dans un rapport d'exacte correspondance. Donc, cette vision d'un univers de bout en bout de signifiant fonde une théorie de la connaissance qui permet d'accéder par le langage à la réalité d'un monde qui est lui-même un langage directement lisible et déchiffrable. Et cette théorie de la connaissance, elle fonde à son tour une didactique, c'est-à-dire, dans le langage de Comenius, un art d'enseigner, conçu comme la méthode la plus appropriée de réunir dans un acte de connaissance les mots et les choses et de déchiffrer ainsi ce qui est. Le savoir pour Comenius n'est pas une construction par laquelle l'homme élabore, selon les catégories qui sont les siennes, un discours sur le monde. Il est un donné qui appartient au monde et qu'il suffit de savoir lire en associant entre eux les signes du monde et les signes du langage. Donc la science non seulement dit le monde tel qu'il est, mais elle est le monde, comme le monde est la science. Et il revient à l'éducation, donc de restaurer cet accord du langage et du monde. Il s'agit de retrouver le geste verbal initial de la création, de refaire le chemin de la lumière, fiat lux, non plus pour créer le monde en le nommant, mais pour le connaître en le lisant. Déchiffrer le monde, c'est lire l'œuvre de Dieu, c'est se mettre dans le rapport de sa création et de sa volonté, c'est aussi connaître et agir avec lui. Donc la physique coménienne est en même temps une métaphysique. Elle dévoile l'ordre divin et une méthodologie, elle indique le chemin selon lequel l'ordre divin peut être connu. D'où le caractère systématique de la construction théorique de Comenius, dont tous les plans sont architecturés dans un ensemble qui les déduit rigoureusement les uns des autres. Et d'où aussi, si l'on peut oser cette alliance de mots, cet acte à la fois rationnel en l'éducation, cet optimisme radical qui caractérise sa pensée pédagogique et qu'il formule sous la forme d'une pansophie ou science universelle. Pourvu qu'il soit bien dirigé, l'être humain peut atteindre au savoir du monde et se rapprocher ainsi de la connaissance de Dieu que Dieu a de sa création. Donc l'exacte correspondance des mots et des choses dans l'ordre divin du monde permet de concevoir une méthode rigoureuse pour accéder à la connaissance du monde. La pédagogie peut dès lors se présenter pour la première fois comme la science systématique de l'éducation. Mais c'est sur les fondements d'une théologie de la connaissance qu'elle peut prétendre à ce statut. Donc, et en finale, le réalisme pédagogique de Comenius est un sur-réalisme. Au moins un malentendu comme le sont toutes les leçons et les anticipations que l'on veut tirer de son œuvre, sans tenir compte de son inscription dans un système de pensée qui n'a pas franchi le seuil de la modernité scientifique. Mais le malentendu, nous le savons, est le lot de l'histoire de la pensée et de celui de la pensée éducative en particulier. Il a pour lui précisément l'histoire. De Comenius, la postérité pédagogique a retenu le maître d'école et le professeur de langue, la méthode et le réalisme pédagogique, et la postérité, à tort contre Comenius et son œuvre, mais la postérité a raison puisqu'elle fait l'histoire.